Donc, bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue au séminaire Discoursnet qu'organisé par Johannes Germuller, Marc Glady, Luciana Radougagui et moi-même. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Justine Simon, qui va aborder un sujet très contemporain lié bien sûr au numérique et aux réseaux sociaux, à savoir le chat nazi et la façon dont on peut appréhender voilà, cet objet nouveau sur les réseaux sociaux numériques. Et en particulier, elle va interroger la question de l'anthropomorphisme à l'heure de la culture participative. Donc, si vous en êtes d'accord, je propose de tout de suite donner la parole à Justine. Donc, nous terminerons la séance peut-être 10 minutes avant pour des contraintes logistiques des uns et des autres, mais nous aurons bien sûr le temps d'échanger après la prise de parole de Justine. Et bienvenue et bonne année à tous et toutes, de notre part à tous et toutes. Justine, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Christine, merci beaucoup pour cette invitation dans ce séminaire. Je tenais aussi à m'excuser parce que mon semestre 1 a été hyper chargé, je n'ai pas pu assister aux différentes conférences de cette première partie du séminaire. Ça devrait être plus léger ce semestre-là, donc j'espère pouvoir assister à l'ensemble du programme prévu pour 2023. Alors, je voulais vous dire que j'ai préparé un document avec toutes les références bibliographiques qui sont citées dans l'exposé. Je le partagerai peut-être à la fin pour que tout le monde puisse le récupérer. C'est ce qu'on a convenu avec Christine. J'ai partagé mon écran. Et je vous préviens, au lancement du diaporama, il y aura du son. Voilà, pour vous donner un petit aperçu, vous mettre en bouche par rapport à cette problématique du chat nazi sur les réseaux sociaux numériques. Vous reconnaissez peut-être le Nyan Cat qui est détourné en 994, donc même détourné, sur lequel on reviendra un peu plus loin dans l'exposé. Alors, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer déjà quelques images, des captures d'écran qui correspondent aux trois réseaux qu'on étudie. Donc, premièrement Twitter, deuxièmement Instagram et troisièmement TikTok. Avant de vous présenter la problématique, puis tout le cadre conceptuel ainsi que l'approche méthodologique, avant de me consacrer aux résultats de l'analyse. La première image que vous avez à l'écran est ici, donc une capture d'écran d'un tweet qui a été donc publié le 9 février 2022. Je vous laisse un petit temps. Je ne les commande pas, hein, c'est de manière volontaire. L'image 2 est une capture d'écran d'un post Instagram qui date du 21 novembre 2021. Et donc, vous avez ici une capture d'écran et aussi audio d'un post sur TikTok qui date du 31 août 2021. Alors, pour un peu contextualiser les choses, au départ, l'idée, c'était pas du tout volontairement d'aller chercher des chats nazis sur les réseaux sociaux, puisque je ne savais pas que ça existait. Il se trouve que c'est dans le cours d'un projet de recherche plus général qui vise à comprendre la viralité du chaton mignon sur les réseaux sociaux numériques,
que nous sommes tombés sur cette forme d'imagerie qui est assez étonnante. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit qu'il fallait un petit peu creuser la question et apporter un regard sur ces usages. Rapidement sur le projet global, parce que ça permet quand même un petit peu de présenter les pistes analytiques que l'on emprunte. Le chat sur les réseaux sociaux, mais le chat sur le web aussi de manière plus large, est considéré comme un objet trivial au sens d'Imre, c'est-à-dire porteur de valeur au carrefour, trivium signifiant carrefour, des usages socionumériques. Et dans le cadre de ce projet, on met en évidence plusieurs axes, des axes à la fois thématiques et réflexifs, qui permettent de comprendre en fait cette viralité du chaton mignon, du chat sur les réseaux sociaux. Le premier axe est celui d'une stratégie de com politique. Le chat est considéré comme un animal politique, animal qui permet de contourner la censure, animal qui permet de critiquer, animal qui permet de se positionner, animal qui permet de répandre une propagande. La deuxième dimension est relative à toute l'expérience mémétique, c'est-à-dire de production de mèmes au sein des communautés virtuelles, ce que nous abordons à travers la notion de culture du chat remixé. Donc, vous pouvez lire entre les lignes, il s'agit de parler de la culture de la participation ou de la culture remix. Et donc, je suis un petit peu les perspectives analytiques de Laurent Salard, Mélanie Bourda, Henri Jenkins ou encore Hervé Lecronier. Dans la troisième dimension qui est mise en évidence autour de cette culture du chaton mignon 2.0, il est question en fait de réfléchir aux identités numériques, définies respectivement par Dominique Cardon et Fanny Georges. Et en fait, je pense qu'à partir du confinement de 2020, ça s'est vraiment accentué, cette présence du chat au sein des réseaux et cette manière de pouvoir parler de soi, de ses activités professionnelles, de son intimité à travers le chat. Ça rejoint le concept d'extimité qui est repris par Serge Tisseron. Et ça pose aussi la question de la standardisation des manières de se représenter. Et je cite ici les travaux de Gustavo Gomez. Et puis la quatrième dimension qui est pour nous hyper importante à travers ce travail de compréhension de cette viralité, c'est de faire le lien avec la notion de web affectif qui est proposée par Camille Allouin et Julien Pierre. Cela rejoint la notion d'économie de l'attention, la notion de régime de visibilité, l'idée de vouloir se faire voir, se montrer, et puis donc de la récupération qui peut être faite de la valeur affective en valeur économique. Et donc, il est question aussi de capitalisme des émotions. Pour revenir sur la problématique qui nous intéresse aujourd'hui de manière plus précise, donc les problèmes et enjeux de l'anthropomorphisme à l'heure de la culture participative, en fait, il se pose la question des réinterprétations du nazisme à travers le partage viral d'images de Adolf Hitler. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on a nommé le phénomène avec les hashtags repris de Adolf et Hitler qui sont utilisés dans les publications. Et c'est vrai qu'à première vue, lorsque l'on voit des publications de ce type, on se dit c'est humoristique, il s'agit d'un chat, voilà, on est au second degré. Mais la viralité en fait du mouvement nous invite aussi à se poser la question de cet engagement idéologique. Et donc en fait, on est parti de l'hypothèse de se poser la question en fait de savoir comment se fait ce partage viral, quels sont les usages en fait en lien avec cette réappropriation, cette circulation de cette imagerie de chat nazi. Se pose la question en fait de manière implicite du paradoxe de la culture participative qui rejoint le paradoxe du web en général qui a déjà été interrogé par
Dominique Cardon à propos de la démocratie Internet, à propos de Romain Badoir avec ses travaux du désenchantement d'Internet qui souligne donc tous les débordements qu'il peut y avoir au niveau des rumeurs, des infox, etc. Mais encore des travaux d'Arnaud Mercier, qui a beaucoup travaillé sur Twitter et notamment sur la question de l'ensauvagement du web. Et c'est vrai que les valeurs euphoriques du web sont actuellement, en tout cas, plus tournées vers du dysphorique en lien avec les différentes pratiques qui sont à l'œuvre de manière contemporaine. Donc, ce paradoxe de la culture participative, on peut le reprendre en fait en lien avec ces valeurs euphoriques et dysphoriques en termes d'opportunités. Donc, s'inscrire dans la culture participative, c'est s'ouvrir, c'est ouvrir des potentiels démocratiques, c'est être au service d'un intérêt général, c'est se mettre au service de l'émancipation, de l'engagement civique, c'est de créer de la sociabilité numérique au sens de Casilli. Et quand on relit Casilli, c'est drôle parce qu'en fait, en 2010, on avait encore peu de dérives, si je puis dire. Et donc, l'engouement pour ce numérique et pour cette sociabilité est analysé de manière très positive. Ce qu'il faut aussi garder en tête, parce qu'il n'y a pas que des pratiques dysphoriques, hein. Les défis de créativité sont aussi intéressants du point de vue de la mémétique, etc. Et donc, l'autre facette, donc, ce sont les dangers, les formes de fanatisme au sens de culture de fan, mais dans sa valeur un peu négative, fanatisme politique, fanatisme idéologique, discours de haine, formatage de l'expression également, ou tout autre danger de récupération, d'aliénation au sens large. Alors, je me permets de citer Stéphanie Wojcik dans sa notice du public dictionnaire sur la notice des contre-discours, qui elle-même cite Nancy Fraser, soulignons que les contre-publics subalternes ne sont pas toujours et nécessairement vertueux. Certains d'entre eux sont explicitement antidémocratiques et anti-égalitaires, et même ceux qui sont animés d'intentions démocratiques et égalitaires ne sont pas épargnés par des modes spécifiques d'exclusion et de marginalisation informelle. Mais comme ils naissent en réaction aux exclusions au sein des publics dominants, ils contribuent à l'élargissement de l'espace discursif. Donc, cette problématique des châteaux mignons, mais Adolf Hitler, en fait, peuvent être perçus comme un moyen d'expression qui va permettre de contourner un usage par des publics dominants et des plateformes qui vont imposer tel ou tel mode d'expression. Au niveau du cadre théorique, donc, la démarche que j'adopte depuis plusieurs années maintenant s'articule entre les sciences de l'infocom et l'analyse du discours numérique. Du point de vue de l'analyse du discours, les approches analytiques que je réemploie sont à la fois sémiodiscursives, interdiscursives et argumentatives. L'interdiscursivité fait toujours partie de ma manière de faire, on va dire, d'étudier les formes de dialogisme interdiscursif. Quand on parle d'image, on va plus parler d'intericonicité. Et puis, nous sommes face aussi à de nouvelles matérialités, donc il sera aussi question d'intermusicalité. Et puis, je m'inscris toujours aussi dans une perspective théorique qui relève de l'analyse du discours et de l'argumentation, en questionnant la dimension et la visée argumentative des discours, en essayant de réfléchir au positionnement argumentatif, au point de vue et à la question de la responsabilité énonciative. Donc, je cite ici les travaux d'Alain Rabatel ou encore de Rita Mossi, par rapport aussi à la question discursive, cette fois-ci, de l'éthos et du pathos. Un autre élément théorique qui a vraiment fait sens par rapport à ce travail, c'est l'analyse du discours de haine dissimulé qui a été travaillé dans un numéro de Semaine en 2019. Et j'avais
d'ailleurs évoqué ce travail lors du séminaire de discours net de juin dernier. Hein, c'est vrai que l'approche qu'elle adopte sur le discours de haine dissimulé correspond en fait à des questionnements que je me pose dans le cadre de ce travail. Le discours de haine dissimulé correspond à une manifestation discursive ou sémiotique pouvant de manière implicite ou masquée inciter à la haine, à la violence et ou à l'exclusion de l'autre. Je cite ici un passage de l'introduction et on le verra dans les exemples par la suite, mais c'est vrai que ce lien entre discours de haine dissimulé est à questionner en lien avec l'effacement du point de vue qui peut faciliter la viralité. Du point de vue de l'analyse du discours numérique, plus précisément, donc je me réfère à l'initiatrice de ces questionnements et ces analyses, Marianne Pavot, qui va d'ailleurs différencier discours numérique et discours numériqué. Pour elle, un document numériqué est produit nativement en ligne, je cite, sur un site, un blog ou un réseau social, tout lien numérique accueillant de la production de discours. Il présente des traits de délinéarisation du fil du discours, d'augmentation annonciative, de technogénéricité et de plurisémiocité. Cette approche du discours numérique, que l'on devrait dire numériqué, mais pour simplifier donc l'usage que je vais faire, c'est d'employer le terme discours numérique, dépend d'une double composante, la composante technologique. Alors en sachant qu'il y a différents éléments qui relèvent de cette composante technologique, les contraintes et les opportunités qui sont offertes par le dispositif socio-numérique, les parties qui peuvent être modifiées ou enrichies a posteriori. Marianne Pavot parle de textes ouverts, que ce soit enrichi ou modifié par l'utilisateur, un changement de nom, un changement d'image d'utilisateur, un changement de paramètre du compte, par exemple, si je passe d'un paramètre en mode privé à un mode public ou inversement. Mais cela peut être aussi des parties qui peuvent être modifiées par la communauté, dans le partage, dans les commentaires, dans les actions sur les techno-boutons, ou encore des changements qui peuvent être réalisés par la plateforme elle-même, comme dans le cas de la suppression. Et c'est notamment ce que nous avons vu précisément par rapport aux publications de Shahnazi, puisque notamment sur TikTok, beaucoup de publications ont été supprimées. Et il est aussi question de transmédialité, mais là encore, ce n'est pas exhaustif, mais c'est intéressant aussi d'introduire cette notion, puisque une publication peut être partagée également en dehors du dispositif initial dans lequel il a été publié. Donc cela peut se faire via une autre plateforme numérique, via un autre réseau social, mais aussi cela peut être mis en évidence via un média plus traditionnel. Et au niveau de la composante plurisémiotique, donc on va s'intéresser aux unités technodiscursives que constitue la publication, les publications, qui combinent un discours d'escorte, ce discours d'escorte pouvant être réalisé à partir de textes, d'émojis, de technodiscours, de hashtags, de mentions, d'hyperliens, et aussi d'images, donc sachant que l'image peut aussi être construite à partir de textes. On peut avoir des photos, on peut avoir des diaporamas, on peut avoir des gifs, des vidéos, etc. Troisième donc, diapo sur la partie théorique, sur la culture participative numérique. Donc, je me réfère ici aux travaux principalement d'Henry Jenkins, et notamment du dernier ouvrage qu'il a coécrit avec Ito et Boyd en 2017. Jenkins, en fait, fait déjà la distinction nette entre ce que l'on appelle l'interactivité comme pratique d'interaction entre l'usager et la technologie numérique, et la participation. Et dans son approche, c'est vraiment l'expérience sociale qui compte au sein d'une communauté virtuelle. Cette notion, donc, qui est introduite dès le début des années 90 de culture participative, désigne la réappropriation d'œuvres
au sens large, musique, peinture, fiction, jeux, etc. Issu, alors là c'est moi qui parle, de la culture dominante de masse. Alors c'était pour ne pas dire culture pop, parce que c'est un petit peu un emploi qui est plus controversé, par des communautés créatives pour créer leur propre culture. Il existe différentes modalités de participation numérique. Il faut déjà souligner, premièrement, donc, tous les différents rôles qu'il peut y avoir pour un usager au sein du modèle multi-étage de la communication. Ici, je reprends l'expression qui est proposée par Vincent Roset et qui fait le lien avec la théorie de Lazarsfeld sur la communication à double étage, qui est aussi reprise par Dominique Cardon. En effet, dans les réseaux sociaux numériques, les pratiques sont différentes. On peut être publiant, on peut être partageur, on peut être commentateur, on peut être simple lecteur, on peut être aimeur, mais toutes ces pratiques font partie d'usages en lien avec la culture participative numérique. Et puis au niveau des modalités, il faut aussi parler des différents partages d'images, des différents affrontements par l'image. Alors je cite Christian Delporte 2004, puisqu'il me semble qu'il est à l'initiative de ce type d'études. Il avait travaillé sur les images qui ont circulé sur le web le 21 avril, à partir du 21 avril 2002, au moment du choc de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour, et de toute l'imagerie en fait qui a circulé, des détournements, etc., pour s'opposer à l'arrivée du représentant du Front National à l'époque, le parti d'extrême droite. Donc, affrontement d'images, on cite aussi les travaux d'Agatha Jakiewicz, mais aussi de Virginie Julliard, mais aussi moi-même, j'ai travaillé sur Twitter, notamment sur les différents types d'affrontements, de polémicité à travers Twitter notamment. Les différents partages d'images sont analysés par André Guntert à travers la question de l'image conversationnelle, donc une autre manière d'aborder les choses. Et puis, il faut aussi citer donc, tous les travaux qui sont faits en lien avec la pratique de partage et de déclinaison de mèmes, donc en lien avec la viralité des mèmes. Je ne cite que quelques références parce que la liste devrait être beaucoup plus précise, plus étoffée, mais pour aussi souligner le lien des différents travaux qui sont actuels sur ce sujet. Au niveau méthodologique, alors je fais une toute petite parenthèse par rapport à la méthodologie que l'on a adoptée sur le corpus général pour les chatons mignons, le projet général que l'on mène avec ma collègue, ce qui permet aussi d'éclairer un peu notre manière de faire par rapport au travail que je présente aujourd'hui sur les Shadolf Hitler. Alors, au niveau de la constitution du corpus, on a opté pour une méthode mixte qui consiste à faire à la fois de la veille sur nos pages personnelles, donc avec le fait d'assumer le fait que les contenus soient liés à nos propres timelines, et aussi avec une recherche par mots-clés. Sur les 3 réseaux sociaux concernés, Twitter, Instagram et TikTok, donc on a récolté des publications sur 4 mois et au total, on a récolté 4000 publications. La seule consigne que nous avions, c'était qu'un chat soit représenté au niveau de l'image insérée. Et puis, donc, en constituant ce corpus, on s'est donc rendu compte qu'il y avait beaucoup de références à ce Shadolf Hitler. Et donc, il s'est avéré que j'ai voulu un petit peu approfondir la question, à savoir depuis quand ça circule, ce genre d'image. Et donc, j'ai essayé de remonter un petit peu le fil historiquement. Sur Twitter, j'ai trouvé une première publication qui date du 16 janvier 2012. Sur Instagram, on arrive aussi à une publication qui date de janvier 2012. Et sur TikTok, donc c'est normal, le réseau social est plus récent. Je crois qu'il
il est né en 2016. La première publication que l'on a trouvée sur TikTok date du 29 août 2020. On a arrêté la recherche par mots-clés fin mars, ce qui fait que la date de dernière publication correspond au 25 mars, 27 mars, 18 mars TikTok. En tout, on a 447 publications. Et donc, ça a été, j'ai essayé de mettre ça d'un point de vue visuel, mais je ne sais pas ce que ça vaut, parce qu'en fait, on a tellement de résultats par rapport à ces publications que ça ne représente en fait qu'une toute petite partie de ce qui existe en réalité sur les réseaux sociaux numériques. Donc, pour le dire de manière plus concrète, en fait, c'est grâce à Instagram qu'on peut se rendre compte en fait de ce phénomène de viralité, parce que quand on fait une recherche sur Instagram, on nous donne des estimations sur le nombre de publications. Alors, vous le voyez ici à l'écran, sur la recherche du hashtag Hitler, on obtient 48 000 publications. Sur le hashtag HitlerCat, on obtient plus de 5 000 publications. Et donc, j'ai essayé de trouver tous les dérivés pouvant exister qui sont en lien avec cette idée de chat nazi. Alors, Hitler, Rouge Adolphe, Hitlercat, Hitler au Instagram, Hitlercat, Hitler avec 2T, Hitler avec 2T1S, Cat Hitler, etc. Et la liste, elle n'est pas exhaustive ici. Et au total, en fait, si on prenait en compte tous les résultats, on arriverait à 62 200 résultats. Donc, ce qui fait que, en fait, dans notre manière de faire, on a sur Twitter, c'était différent parce qu'il n'y avait pas autant de résultats, mais dans les cas où les résultats étaient très, très nombreux, on a gardé que les résultats les plus partagés. Donc, méthodologiquement, c'est très compliqué. Et ça vient du fait que notre approche, elle se fait à la main. On n'est pas outillé. Voilà, je travaille seule avec mes captures d'écran. Et c'est vrai que pour affiner le travail d'un point de vue plus quantitatif, il faudrait avoir une démarche méthodologique plus poussée et travailler avec des informaticiens. Au niveau des résultats, donc, on va présenter deux choses. Premièrement, l'analyse argumentative et deuxièmement, la viralité des mèmes. Le tableau que vous avez à l'écran ici récapitule donc les différents positionnements argumentatifs que l'on a mis au jour. Alors, même chose au niveau de l'interprétation et de l'analyse, ce n'est pas toujours évident. Alors, je vous invite à regarder la dernière colonne où en fait, face à ce genre de discours numérique, parfois on a très peu d'éléments au niveau textuel, au niveau du discours d'escorte, et c'est très difficile en fait de pouvoir dire quel est le positionnement en fait. Donc, dans 16% des cas, on a estimé que c'était impossible de pouvoir en fait donner une interprétation. Et ensuite, on a mis au jour donc 5 catégories sur lesquelles on va revenir avec des exemples. Dans la première catégorie, en fait, qui correspond à peu près un tiers des discours, on a des marqueurs discursifs qui nous invitent à avancer l'idée comme quoi on a une visée argumentative qui est pro-nazie. C'est-à-dire que clairement, les indices nous invitent à penser qu'on met en avant des valeurs pro-nazies. Dans la deuxième catégorie, on est dans une mise à distance humoristique, mais pas que, mais on est dans le cas de discours de haine dissimulé, dans le sens où on va prendre en charge, disons, un point de vue en lien avec le nazisme, mais celui-ci sera distancié ou non marqué. Donc, c'est cette catégorie qui va être le plus difficile en fait, à analyser, puisque ça rejoint la définition que l'on a donnée du discours de haine dissimulé. Dans la troisième catégorie, on a réuni des exemples qui se positionnent pas vraiment en fait, ni pour ni contre, mais on est dans autre chose. Alors on verra des exemples.
Dans le cadre de la colonne Faible dénonciation de formes de violence, on est dans des publications où quelque part on est outré, on est choqué, on n'accepte pas en fait cette imagerie, mais sans forcément argumenter, sans forcément dire euh, de quoi il leur tourne, quel est le positionnement de manière claire. Et puis, dans un dernier cas, on a des publications qui utilisent cette imagerie du chat nazi pour en fait s'engager contre le nazisme ou contre une idéologie qui est proche, considérée proche de extrémistes du nazisme. Alors, dans la première catégorie, la visée argumentative pro-nazi, on a un certain nombre de marqueurs qui nous invitent à dire que la prise en charge, elle est assumée. On a au niveau du texte des mots-clés qui nous invitent à dire qu'on se positionne pour donc le mot nazi ou WW2 ou Arjek, arien. Cette musique que l'on entend, que l'on a déjà entendue dans le troisième exemple que j'ai montré au début, Erika, qui va aussi montrer un engagement du point de vue de l'idéologie. Et puis aussi, on a remarqué un certain nombre de hashtags où il semblerait qu'il y ait une coquille. Alors, c'est une hypothèse, mais c'est vrai que on peut supposer qu'il ne s'agit pas de coquilles, mais qu'il s'agisse de hashtags modifiés, de sorte à de ne pas être remarqués. Donc, de la même manière que Alexandra Zimmer a pu analyser ces formes de cryptolangage pour les pages Facebook de Gilles et John pour les Gilets jaunes, on peut supposer que ces manières d'écrire et de faire des coquilles peut être une forme de cryptolangage. Alors, quelques exemples. Ici, on est sur Twitter où on a explicitement des marqueurs qui vont dans l'idée d'une prise en charge d'une idéologie nazie avec le brassard, la croix gammée, le salut. Sur Instagram, donc on retrouve des attributs des nazis ou encore le brassard, la croix gammée qui est présent. Ici, on est sur TikTok. Alors, sur TikTok, on pourrait dire, ben oui, c'est de la prise de distance puisque c'est un chat. Hein. On nous dit I'm gonna kill you, mais c'est pas moi. Ce qui parle, c'est le chat. Mais on a quand même une terminologie, une sémantique qui explicitement parle de tuer, donc c'est ce qui n'est pas anodin. Při fotodůkazy o tom, že je můj kocor nacista. Hajluje, zabíjí židy. Alors, je n'ai pas pu traduire le texte à l'oral, mais celui qui a l'écrit est le suivant. Ils ont déjà supprimé 3 épreuves photos et 2 vidéos. J'espère que les bolcheviks ne m'élimineront pas, que les Ariens tiendront bon. Donc, même chose, c'est problématique. On se dit, oui, on montre un chat, mais finalement, on parle quand même d'Ariens, on parle de... Donc, il y a quand même ici, pour moi, au niveau interprétatif, une prise en charge assez forte. Alors après, dans le cas de la dimension argumentative, ce qui peut correspondre à des formes de discours de haine dissimulés, déjà, rien que le fait d'utiliser les hashtags Shadolf, Hitler, hein, ça permet un peu de parler des choses de manière un peu décalée. Quand on n'est plus vraiment dans Adolf, que l'on pourrait voir, il n'y a pas le hashtag Adolf Hitler, il est transformé. Donc on est déjà dans une
une prise de distance un petit peu. Et souvent, en fait, dans les publications, on utilise aussi des marquages au niveau des technodiscours, funny, drôle, mais aussi au niveau des emojis qui permettent de dire que oui, oh, c'est drôle, c'est rigolo. Mais le questionnement qui est central, c'est de dire que ben, l'humour, ça peut être aussi un moyen de se déresponsabiliser. Et donc, c'est très difficile parfois à interpréter. Dans l'exemple que vous avez ici issu de Twitter, donc à droite, vous avez la réponse à la publication de gauche. Et donc ici, on est sur le hashtag les litières avec Zemmour parce qu'il y a tout un jeu de mots avec Adolphe Litière. Ce qui m'intéresse ici, c'est le soulignement en orange sur blanche. C'est pas moi qui l'ai rajouté, hein, c'est dans l'image initiale. Et donc, de manière insidieuse, on fait quelque part l'apologie de la race blanche, même si ce n'est pas dit explicitement. Le chaton mignon, alors par excellence, quoi, le tout petit chaton qui vient de naître, on l'utilise parce qu'il fait une posture avec la patte qui s'étire. On a rajouté une petite moustache noire. Et voilà, donc c'est hashtagé nazicat, ha ha ha, le marquage un peu pour dire c'est drôle. Troisième publication ici, vous avez vu une publication de ce type dans les premières que je vous ai montrées. Et c'est intéressant parce que du point de vue des utilisateurs d'une communauté, et quand on parle notamment de la pop culture, il y a toute une déclinaison qui se fait d'objets pop. Et ici, en fait, on a plusieurs publications qui valorisent des objets qui sont créés, des figurines qui sont créées, donc avec la transformation de la croix gammée qui est en croix simple, et puis donc cet anthropomorphisme du chat qui fait référence à Adolf Hitler. Encore un autre exemple sur TikTok. Donc ici, la patte levée, c'est la patte arrière hein, pour le salut nazi. Donc c'est encore plus décalé. Alors on pourrait dire plus humoristique. Je ne sais pas si c'est vraiment humoristique, mais en tout cas, c'est encore une autre manière de s'engager. Kitty, kitty, kitty. Not working. Tit, tit, tit. No. Starden, burden, harden, bach. Yeah, German always works. Alors encore un autre exemple qui est aussi difficile à interpréter, puisqu'ici on joue sur les différentes langues utilisées pour attirer le chat, et avec l'intonation qui est très marquée sur la langue allemande, qui va donner une connotation péjorative. On peut quand même dire qu'il s'agit quand même de dimension argumentative dans ce cas-là. Dans le troisième cas, le positionnement neutre, ni pro ni anti-nazi, on a très peu de publications, mais sur Twitter, ce qui va correspondre à cette catégorie-là, ce sont des articles analytiques. Alors bon, c'est Quad News, hein, c'est pas Le Monde, mais l'idée, c'est de traiter un sujet avec un effacement énonciatif qui va permettre de prendre du recul, de ne pas forcément s'engager, même si le choix du sujet, il est là. Mais on est dans cette idée de positionnement neutre. Sur Instagram, alors ce qui se passe en fait, c'est que le Hitler devient réduit à sa moustache. Donc c'est la synecdoque qui va prendre le dessus, et la moustache va permettre en fait de faire le lien avec plein de figures issues de la culture populaire. Donc la moustache comparée à la moustache de Jack Sparrow, la moustache comparée à la moustache du chanteur Queen. Donc quelque part en fait on enlève toute la dimension idéologique en faisant des publications plus basiques, quoi, qui est plus ludique.
Ce qui se passe aussi sur Instagram, et ça c'est vraiment la particularité de ce réseau par rapport aux autres, c'est la représentation de soi. Et donc ici à travers le selfie cat, précisément, je me prends en photo avec mon chat. Donc il y a toute une communauté de personnes qui se prennent en photo avec leur Kittler. Et le Kittler est devenu accepté comme un mot de la langue, en tout cas de la langue Instagram, comme une variété de chat. Donc ça pose aussi question. Au niveau de la faible dénonciation des formes de violence, on est dans des publications où en fait on est quelque part offusqué, où on a un ressenti, ou alors on va raconter une histoire, mais on utilise la figure du Shadolf pour mettre en avant l'idée d'une image négative, mais parfois en créant de la subjectivité ou en créant de la narration. Par exemple, ici, cette image, elle est commentée en disant creepy cat, monster cat, scary cat. Donc, on met l'accent sur le côté d'une image mauvaise au sens historique. Alors, dans cet exemple, en fait, on n'est pas trop dans l'humour, hein. On est dans un autre traitement, c'est-à-dire qu'on utilise la figure du chat nazi en disant bah, regardez, j'ai un Shadolf, alors là c'est écrit avec un E et puis litière LH, mais avec le hashtag flippant, flippant quand même. Et donc on crée une ambiance, on crée quelque chose de l'ordre du film d'épouvante, et en grande partie grâce au son, à la musique qui est utilisée. Sur la dernière partie, concernant l'analyse argumentative, on a l'idée d'un engagement fort contre le nazisme ou contre une idéologie proche des idées extrémistes. Et donc, ici, c'est principalement sur Twitter qu'on a ce genre d'exemple, où on va utiliser l'image du Shadolf Hitler pour dire on a retrouvé le chat de Marine Le Pen. Hein. Donc, quelque part, il y a un phénomène de surénonciation où on va retourner la valeur du chat pour l'utiliser contre une personnalité ici politique. Donc, c'est le cas aussi dans le cadre de l'élection du chat d'Éric Zemmour. Urgent, Éric Zemmour a perdu son chat. Il répond au doux nom d'Adolphe. Voilà. Alors, au niveau du timing, je vois que le temps passe. Sur la viralité des mèmes, je vais prendre quelques minutes. Christine, tu me dis hein, si je déborde. Oui, voilà, parfait. Ok. Bon, je vais donner la dernière définition que je propose dans un article là, qui est en dernière phase d'expertise. Le mème en tant que technographisme est une production plurisémiotique numérique native. Donc là, on peut faire le lien avec les travaux de Marianne Pavot. Son processus de sémiose se réalise à partir d'une combinaison de composantes variées, verbales, orales, scripturales, visuelles, fixes ou animées, et sonores, bruitage et musique. Le même se caractérise par son fort potentiel de réappropriation, par réplication, par variation. Donc là, c'est la distinction qui est faite par Maud Beaudenfant. Les mêmes sémiodiscursifs dialogiques, donc ça c'est les travaux que j'avais fait précédemment, sont des mêmes qui sont réalisés à partir de références culturelles partagées, accessibles au plus grand nombre. Et la particularité du partage de mèmes sur les réseaux sociaux numériques, c'est que ceux-ci sont accompagnés d'un discours d'escorte, donc en lien avec les travaux de Lara Battel, pouvant être hypertextualisés. Ce qui fait qu'au niveau de la possibilité d'un mème d'être repris, il y a plusieurs facteurs. Et on identifie des facteurs extra-discursifs, c'est-à-dire la nature même du réseau va faire que telle ou telle image va être reprise, ou encore la nature de la communauté de partage, c'est aussi très important. Mais au niveau des facteurs sémiodiscursifs, on peut dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui vont permettre à un mème de devenir viral. Il y a le texte, donc souvent qui est construit à partir de formules figées, routinisées. On a l'image,
qui va posséder des critères qui vont être jugés bons pour la viralité, notamment l'humour et l'affect, la musique, et puis toutes ces combinaisons possibles entre texte, image, son. Au niveau des différents formats ou des différentes énonciations, alors ce n'est pas du tout le même point de vue que l'on adopte, mais c'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire que lorsque j'utilise une plateforme qui va me permettre d'auto-générer des mèmes, comme ici, mème générateur, je vais introduire du texte qui va me permettre de donner un point de vue, une subjectivité sur l'image. Donc, vous avez ici un exemple qui est réalisé de cette manière. Mais on a aussi toujours l'importance de la combinaison entre images, donc ici vous avez un partage d'images, et le discours d'escorte qui va accompagner cette image. Et ce discours d'escorte qui va nous permettre d'essayer de comprendre, d'interpréter, ce qui n'est pas toujours évident, les postures énonciatives qui sont mises en place, c'est-à-dire est-ce que je vais faire entendre de manière plus ou moins discrète un accord ou un désaccord. Ici, par exemple, on nous dit « po kitty ». Donc, quelque part, on s'oppose, mais on partage quand même l'image. C'est assez difficile. Au niveau de la viralité des mèmes, on retrouve 5 images principales de chats nazis. On a qualifié Chadolf méchant, Chadolf Hitler, etc. Ce sont les 2 premières images qui circulent le plus dans le corpus que nous avons construit. On a de l'intericonicité, donc des reprises d'images qui sont très connues, et puis là, d'images de chats très connus, les chats connus du web, le Nyan Cat, ou encore le Grumpy Cat, pour ceux qui connaissent, donc ce chat qui fait la moue. Et donc, on a différents types de chats, en fait. On a des chats lambda qui peuvent avoir une expression et qui va, de ce fait, avoir des possibilités de partage massif. On a des chats qui sont eux-mêmes considérés comme déjà très connus, en fait. Parmi les chats connus, il y a le Nyan Cat, le Grumpy Cat, mais il y en a plein d'autres. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans la pratique de mémétisation, je ne sais pas si on peut dire ça, il y a certains usagers qui utilisent leur propre chat, leur chat intime, leur chat à eux, le chat unique, en fait. Donc, ça ne donne pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ici, vous avez un exemple de mème que j'appelle fait maison. À gauche, vous avez un chat qui a cette petite moustache de Chadolf Hitler, alors qu'à droite, le chat à droite, il n'a rien à voir, pas du point de vue de son pelage, etc. C'est juste son geste qui va évoquer. Et donc, c'est une manière de faire qui s'inscrit dans une continuité. Et on parle aussi de même dans ce cas-là. Au niveau de l'intericonicité, donc il y a toute une référence à différentes œuvres ou jeux vidéo. Donc ici, les lunettes à la Minecraft, les chats qui envahissent le monde avec les rayons laser qui font partie de l'imagerie qui circule énormément, qui peuvent être reprises pour parler des chats nazis, ou encore des références à des fictions comme Star Wars hyper connues. Et puis, je termine sur ce point, sur la question de l'intermusicalité. Et c'est quelque chose qui vraiment nous interpelle dans l'analyse de TikTok, puisque quand on publie une image sur TikTok, dans les étapes qui sont proposées, on vous propose des sons qui existent déjà dans la plateforme, où on a une possibilité de faire varier un son qui appartient déjà à la plateforme. Et donc ce phénomène de circulation et de variation de son, de musique, il est possible d'accélérer, il est possible de couper, il est possible d'ajouter des sons, il y a tout en fait une pratique en lien avec le son qui peut être véritablement considérée comme une pratique aussi mémétique. Bon, en conclusion, donc, ce que je peux dire à l'issue de ce travail par rapport aux problèmes et aux enjeux de l'anthropomorphisme à l'heure de la culture participative, il apparaît quand même que cette participation virale soit en lien avec un engagement idéologique
idéologique et je parlerai bien de fanatisme idéologique dans ces cas-là. Il est important de souligner que le potentiel affectif du chat se met au service d'une banalisation de la violence. Il est aussi à noter que les ambiguïtés de l'humour qui peut être interprétable du point de vue des relations de connivence établies. Alors, ça signifie en fait que on ne rit pas de la même chose avec n'importe qui. Et c'est vrai qu'en fonction de la cible à laquelle on s'adresse, l'humour va être plus ou moins compris. Mais ce qui nous interroge ici, c'est que toutes les publications qu'on a analysées sont en mode public. C'est-à-dire que n'importe qui peut tomber sur ces publications. Donc, la relation de connivence, elle est plus vraiment là. Et donc, du coup, c'est vraiment un questionnement important. Et donc aussi, souligner encore une fois cette forte présence de discours de haine dissimulés, dont l'effacement de point de vue favorise, selon nous, la remise en circulation, la viralité. Et puis aussi, dans les dernières choses que nous avons vues par rapport au même, l'intérêt pour la dimension interdiscursive des images que l'on cite, quel sens elles peuvent avoir au sein de la culture participative, mais aussi des musiques que l'on cite, que l'on retravaille et qui vont participer à ce phénomène de viralité. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je n'ai pas regardé véritablement le temps, je m'en excuse. Je n'ai pas non plus regardé les commentaires. C'est parfait. Merci. Merci, Justine. Dans le commentaire, il y avait une précision pour la traduction d'un des... Voilà. Donc, Magali Cécile Bertrand a proposé, voilà. Merci. D'accord. C'est peut-être même à l'impératif, j'ai pas bien entendu, c'est rapide, mais c'est peut-être même tue les juifs. Ok. Sur le texte à l'oral que j'arrivais pas justement à... Ouais. Ok. Et c'est quelle langue? C'est une bonne question, je sais pas, je pense du tchèque. Ok. Merci. Alors, il y a Julien aussi qui a posté un commentaire, mais qui doit partir. Pardon, oui, c'est un tout petit peu long, je suis désolé. Impératif scolaire, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, oui. Je sais très bien de quoi il s'agit. Désolé. Non, merci pour cette super présentation. Je disais juste que moi, je trouvais ça super intéressant. Ça a fait écho à des choses que j'avais pu voir dans le cadre d'une analyse de cas d'une vidéo qui est sortie en 2019, où il y avait tout un tas de jeux de mots sur Mein Kampf, Minecraft. J'ai mis la vidéo. Ah. Et c'est tout à fait ça. En fait, la vidéo était faite au départ par un humoriste professionnel. Je trouvais que c'était rigolo, qui a fait sketch sur scène. Donc, je vous ai mis la vidéo pour aller la regarder dans le descriptif. Ok, super. Donc, en gros, le gamin déballe le cadeau. Il a Mein Kampf dans les mains. Le père fait qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que tu as vu ça? Et le grand-père fait mais enfin, c'est lui qui m'a demandé. Mais non, c'est Minecraft qui t'a demandé, enfin, papa. Enfin, il y a un truc. Et ça a complètement échappé au gars. C'est passé sur tous les réseaux dans différentes langues. Et chez les fachos, on est à cœur joie au niveau des commentaires. Oui. J'ai fait une analyse des commentaires. Moi, c'était absolument dingue, quoi. Enfin, c'est bravo, brave papy. Enfin, c'était vraiment un niveau. Bon, j'irai voir. C'est dingue, absolument. Et, je peux partager le PowerPoint aussi, si vous voulez, ou vous en parler une fois un peu plus. Mais là, pardon, je m'excuse. Oui. Je suis désolé. Merci en tout cas, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt, Julien. Alors, il y avait Ruth qui voulait prendre la parole, donc je vais lui donner la parole. Oui. D'abord, merci beaucoup, Justine. C'était très, très intéressant. Premièrement, alors, cette histoire de chat, est-ce que ça vient de Maus, de Spiegelman, le choix du chat, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir, mais quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me suis procuré cette BD, la totalité, pour vraiment me remettre dans le bain. Et j'ai aussi appris qu'il y avait eu une version pirate de Maus, où en fait ils avaient inversé en fait pour ne pas que les chats soient
présentés comme des bourreaux. Ils ont remplacé le chat par la souris. Ils ont inversé en fait les animaux. Et je ne sais plus précisément, mais il me semble qu'il y avait eu un procès d'ailleurs par rapport à cette version, puisque la BD avait carrément été refaite avec le changement des animaux pour ne pas pointer du doigt le fait que le chat soit un bourreau. En fait. D'accord. Alors, bon, moi, ce qui m'intéresse évidemment tout particulièrement, c'est la question que tu soulèves de l'analyse argumentative sur ce matériau très, très particulier. Et donc, je me demandais si à un autre stade, enfin, stade subséquent, je pense que ce serait intéressant de faire une analyse plus poussée de la construction des arguments. Parce que si on ne regarde pas, c'est assez complexe et de voir comment se construisent les arguments dans cet espace très particulier ne me paraît pas anodin. Ça pourrait aussi… Enfin, bon, si tu veux, ça m'intéresse aussi dans le sens où souvent on a tendance à ne parler d'arguments que quand ils sont formalisés, etc. Alors que dans les discours qui circulent aujourd'hui, il y a des modes de construction d'arguments et aussi de dimensions argumentatives qui sont tout à fait différents. Et je pense que c'est un beau matériau pour ça. Je ne sais pas si tu avais l'intention de le faire aussi. Pour l'instant, oui, je n'ai pas encore approfondi cette dimension-là, mais évidemment, en fait, il faudrait réussir à mettre des mots sur l'interprétation de ce qui est dit, en fait. Qu'est-ce qui est dit? Et avec le risque aussi, et ça, c'est vraiment un gros frein de se tromper. Et la démarche interprétative ici, elle est très difficile parce qu'en fait, parfois, on a très peu de texte. Donc, d'analyser des arguments avec une image et parfois juste un hashtag dans le discours d'escorte, c'est souvent très difficile. Mais en effet, il faudrait pouvoir les catégoriser de manière plus précise. Aussi, si c'est très difficile ou si c'est incertain ou si ça reste dans le flou, l'analyse peut montrer pourquoi ça reste dans le flou. On n'est pas obligé de forcer le matériau. Oui. Merci. Alors, Marc Gladier voudrait aussi intervenir. Oui, alors peut-être, disons d'une manière un peu différente de Ruth, je pense qu'une partie de ce qui se joue là n'est pas de l'ordre de la rationalité, et plus de rationalité argumentative. Alors, pour le dire autrement, moi je suis plutôt psychosociologue, donc je regarde les effets, disons, psychosociaux de ce qui se passe là en écoutant comment dire, l'analyse que j'ai admirée parce qu'elle est extrêmement subtile, extrêmement raffinée, etc. Mais elle aboutit à certains moments sur des difficultés. Enfin, elle se déclare comme en impossibilité d'interpréter à plein de moments. C'est-à-dire, vous avez dit clairement que bon, il y a des tas de cas où c'est assez difficile d'interpréter, difficile de dire le positionnement de l'internaute, du blogueur, etc. Parce qu'il y a une multiplicité sémiotique, discursive, et ça ne s'accroche pas jamais au même endroit. Et donc, moi j'ai l'impression que c'est un objet sémiologique là qu'on est en train de regarder. Et du point de vue psychosociologique, je me dis qu'est-ce qui est en jeu pour le blogueur, qu'est-ce qui est en jeu pour l'internaute. Et j'avais un certain nombre d'hypothèses. D'abord, il y a un enjeu de productivité esthétique, il y a une espèce d'esthétisation du mal. Enfin, je veux dire, il y a des montages où voilà, l'essentiel est de montrer d'une manière, alors c'est pas esthétique au sens de la valeur esthétique, au sens du travail sémiologique, d'esthétisation. Il y a un individu qui s'emploie à créer construire quelque chose de plurisémiotique en assemblant des signaux de différents ordres
pour quand même revendiquer une image ou poser l'image de Hitler. Bon. Et on le voit à différents niveaux, hein. On le voit dans la moustache du chat, on le voit dans les associations de l'image d'Hitler ou du chat, etc. Donc, que ça soit contre ou pour, moi, ça m'importe peu. Moi, je n'ai aucune envie d'aller faire ce travail-là. Je veux dire, que ça soit pour ou contre, c'est déjà d'une ambivalence terrible. Donc, voilà. Alors, en tant que psychosociologue, je me dis aussi, mais quelle créativité s'emploie là pour le blogueur? Il y a une créativité de la réalisation de soi dans l'appropriation de cette interdiscursivité. Enfin, je veux dire, on se place dans un réseau parmi d'autres et on contribue à la fabrication de ce réseau et de son idéologie, bon, clairement pour moi. Et donc, on se place dans ce réseau participatif. Oui. Et puis, ce qui m'étonne aussi, c'est ce que vous avez montré sur le flou des indices. Et quand Ruth dit qu'il faudrait regarder les argumentations et les déconstruire, je ne suis pas sûr parce que… On les reconstruit. Ou les reconstruire. Mais je ne suis pas sûr que le but, c'est d'argumenter ici. Le but, c'est d'être dans une forme de pensée sociale qui fonctionne par des métaphores, où on exprime des choses justement de l'ordre de la plurisémioticité, de la polysémie du sens, etc. Et où ce qui compte, c'est de participer à ce réseau plutôt que de dire des choses à l'intérieur de ce réseau, parce que tout ce qui peut être dit d'un point de vue rationnel est innommable. Donc, voilà, moi je pense que l'approche psychosociologique, elle est intéressante pour décoder peut-être ce qui se fait et non pas ce qui se dit dans ce type de… Ce que font les blogueurs en échangeant et en créant ce type d'images nauséabondes, etc. Et le chat en soi, il n'a pas une figure… pour moi, je ne sais pas, c'est intéressant aussi de voir pourquoi c'est sur cette image de chat parce qu'il y a une tension entre ce qu'il y a de plus intime et de plus familial et ça c'est quand même peut-être le fonctionnement de ce type de réseaux sociaux. Il y a une tension entre ce qu'il y a de plus politique au sens idéologique et au sens d'affirmation d'extrémisme de droite, et puis la figure du chat délicieux, etc. Et c'est cette tension qui agite émotionnellement les acteurs. C'est pas de dire quelque chose à travers la fabrication de cette tension. C'est d'émouvoir, finalement de faire exister quelque chose qu'on a envie d'oublier, que l'histoire a déconstruit, mais de le réhabiliter par la présence. Par la présence de l'image, la présence… Voilà, donc moi j'adore l'analyse de discours, mais comme psychosociologue, je trouve parfois que c'est presque plus intéressant d'aller comprendre les effets pragmatiques de ces discours en termes psychosociologiques ou sociologiques que de raffiner le travail analytique, mais ça a toujours été ma position en tant que sociolinguiste, hein, que de raffiner le travail analytique pour finalement aboutir à une catégorisation qui est complexe, parce que vous dites vous-même, est-ce que là, on est vraiment dans la reprise du message nazi, là, on est dans la critique humoristique, là, on est dans un entre-deux, etc. À la limite, toutes ces formes que vous dégagez, d'un point de vue psychosociologique, disent quelque chose d'un enjeu identitaire et social qui traverse ces réseaux. Voilà. Excusez-moi d'avoir été long. Oui. Non, je peux juste dire quand même un petit mot là, c'est parce que moi, je pense que l'analyse argumentative, elle va exactement dans la même voie, parce qu'enfin, il s'agit de savoir quels sont les enjeux sociaux, moi je dirais presque les enjeux sociopolitiques, et sur la question de la construction d'une image de soi, de la participation à un groupe, etc. L'analyse argumentative, ce n'est pas juste de dégager des arguments rationnels, surtout là où il n'y en a pas. Hein. Mais moi, je m'interroge quand même, et Justine, je crois, s'interroge aussi sur le choix de, bon, alors on veut participer, on veut se construire une identité, mais enfin, pourquoi juste dans ces groupes-là? Qu'est-ce que c'est que ces groupes-là? Qu'est-ce qui se joue ici? C'est quand même…
je crois, assez inquiétant pour qu'on se penche un peu là-dessus, non? Mm. Pas juste de dire, voilà, ils veulent participer, ils ont envie de faire partie d'un réseau. Oh, pourquoi je celui-là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, mais le psychosociologue intègre la dimension idéologique et politique. Je ne dis pas qu'il n'y a que des enjeux identitaires et individuels. Je dis Oui. que le travail de soi à travers la participation au réseau, justement, ce réseau propose des images et des messages polysémiques et flous pour permettre que chacun s'y engage et il rejoue des choses de soi identitairement, idéologiquement. Et effectivement, il y a une construction, il y a un fait social derrière qu'il faut déconstruire. Qui sont ces gens? Moi, je dirais qui sont ces gens qui participent de cette manière-là à ce type de travail de l'image et de l'idéologie. Justement, on ne sait pas. Justine. Oui, c'est très compliqué de savoir qui est qui d'un point de vue social, hein. Alors, au niveau de ce que vous dites, hein, c'est totalement vrai dans l'usage des réseaux sociaux de manière générale. Et c'est j'ai commencé un petit peu là-dessus dans la dimension, l'approche que l'on peut faire de la culture participative du point de vue des SIC. Il est très important de mettre en avant la question de la présentation de soi en analyse du discours. Ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les marques d'inscription de soi pour la construction de ce qu'on appelle un ethos discursif. Et donc, de manière générale, les réseaux sont configurés quelque part pour parler de soi. Mais il y a différentes manières de parler de soi. Et c'est là que l'analyse argumentative, analyse du discours et analyse de l'argumentation, c'est intéressant pour voir justement quels sont les marqueurs discursifs. Et c'est vrai que dans l'approche que je fais, j'ai toujours l'idée d'avoir une vue sur le fonctionnement techno-social, c'est cette composante, hein, la première composante de l'analyse du discours numérique, et puis l'approche plus sémio-discursive, où là, on peut repérer des indices, et en fonction de ces indices, parce qu'il y en a quand même des indices qui sont discursifs ou sémio-discursifs, qui permettent de nous dire qui fait quoi avec ces images, en fait. Parce que partant du principe où il y a un buzz, alors il y a toute une communauté, tout un tas de personnes, mondialement en plus, qui reprend cette imagerie, il faut aussi pouvoir se dire quels sont les usages qu'ils en font, quoi. Est-ce qu'ils vont y adhérer, est-ce qu'ils vont la rejeter? Et c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en évidence différents niveaux du point de vue du positionnement, à la fois énonciatif et aussi argumentatif. Et c'est pas que de la rationalité au sens logos. Quand on parle d'éthos, la présentation de soi, c'est une manière, en fait, comme vous dites, de chercher à faire du lien, à faire comme mon copain, ou à se faire voir, à chercher de la visibilité, et puis à se faire aimer, parce qu'il y a toutes ces dimensions affectives qui intègrent les réseaux, dans le sens où la publication est quelque part toujours une quête de visibilité, une visibilité qui est quelque part une recherche de valorisation. On a envie de se faire aimer. Ça, je renvoie aux travaux qui sont faits sur les écritures numériques de Candel, Souchier et Gomez. Mais c'est vrai que à la fois la dimension de l'identité à travers le discours, on va plus parler d'éthos, et aussi de cette idée de recherche de valeur, dans l'idée où on veut se faire aimer quelque part, et ce contenu va faire écho à toute une communauté, donc quelque part on crée de la sociabilité. Donc ça, pour moi, ça fait partie du dénominateur commun de ces pratiques c'est ce que j'ai expliqué à travers cette notion de culture participative. Mais à l'intérieur de cela, ce qui m'intéresse, c'est de voir les différents usages. Oui. Et même si on n'arrive pas à tout savoir, parce que c'est vrai, il faudrait connaître qui est qui, il faudrait savoir quelle est la communauté, il faudrait avoir plus d'indices, en fait,
pour pouvoir interpréter parfois. Mais si on se situe uniquement du point de vue du discours et de l'unité technodiscursive, c'est ce que j'ai essayé de faire là, ben on peut mettre au jour un certain nombre d'indices, qu'ils soient au niveau du texte, de l'image, et que ce soit énonciatif, que ce soit allocutif, etc., qui quand même nous donnent des indications sur... alors oui, peut-être que le positionnement, c'est peut-être trop restreint dans ce que vous dites, je vois bien, mais en tout cas dans une manière, en fait, ce qu'il faudrait aussi questionner, moi, quand vous avez posé votre question, ça me faisait penser au non-usage. En fait, l'idée simplement de partager cette imagerie est porteuse de sens. Exactement. Et, en fait, dans l'idée de ne pas justement partager cette imagerie, c'est aussi porteur de sens. C'est un peu comme ça que je pense les choses sur... ça pose la question du geste de manière plus large. Mais en tout cas, ce geste, il peut être interprété avec des moyens que nous donnent les indices. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est compliqué, disons, de trouver le sens de ces usages participatifs simplement à travers, je dirais, le travail discursif, le travail plurisémiotique que vous avez décrit. Bon, mais il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, d'ailleurs, pour continuer, c'est l'intermusicalité, parce que comme je suis musicien et sensible à la musique, avec une culture musicale, c'est vrai qu'il y a quelque chose là d'une création, enfin, d'une proposition de sens qui vient souvent de l'articulation entre une musique, par exemple, martiale ou militaire, et une image. Voilà, ou de musique. Je pense que j'avais été très, très frappé aussi par l'État islamique et les vidéos de l'État islamique. On a des chants derrière qui sont des chants entre une espèce de chants de soldats et en même temps patriotiques et en même temps donc, avec des scansions très, très fortes, etc., des chants militaires finalement. Et des images de décapitation. Enfin, c'était l'horreur absolue. Ce collage-là entre des images très fortes et une martialité de la musique. Et là, il y a quelque chose de ça aussi qu'on retrouve entre ce chat effrayant et puis des sons derrière, enfin, qui s'agencent dans une musicalité. Voilà. Et pour le coup, l'image n'est pas forcément effrayante, mais c'est plus le son, en tout cas, la connotation du son qui va apporter ce degré de signification. Oui. Et du coup, c'est ces assemblages qui produisent quelque chose sur l'individu qui est ambigu, qui est opaque. Et c'est cette opacité-là, moi, que je trouve intéressante dans votre exposé, c'est de montrer comment cette opacité va jouer à des niveaux d'assemblage complètement hétérogènes. Il y a quand même un travail de productivité là pour produire quoi? Pour produire une ambiguïté du retour à cette question du nazisme. Enfin, voilà, à la fois dans la séduction, à la fois dans l'exposition de la question quand même. C'est encore là la même idée, en être ou ne pas en être. Enfin, être dans ce mouvement ou ne pas avoir du tout envie de cette propagande. Et c'est cette opacité-là, moi, que j'ai trouvé intéressante et qui joue à plusieurs niveaux de l'analyse du discours, de l'image et du son, et que vous décrivez très bien. Hein. Alors, Valérie Schaffer avait deux questions et juste avant de lui donner la parole, je voudrais faire une petite parenthèse pour dire que dans le même sens, on voit qu'il y a aussi toute une stratégie de l'extrême droite et de ces mouvements aussi d'être présentés sous un jour bienveillant, sympathique, séduisant. Et le choix du chat, pour moi, va dans cette orientation stratégique-là aussi, hein, qui est de paraître comme ça. Je trouve que l'anthropomorphisme
qui, si on prend l'histoire un peu de l'anthropomorphisme, si on prend Walt Disney, si on prend toutes les films d'animation, on voit qu'il y a une volonté du bien et du mal, et que là, le chat incarne une forme d'animal, avec dans la perspective des chats mignons, comme tu l'as très bien souligné, hein. On voit qu'il y a aussi une antériorité qui fait que ce chat, a priori, bénéficie d'un capital de sympathie, a priori, par ce travail sémantique des chats mignons. Et que donc, je trouve que Marc a raison dans le sens où, quel que soit, faut creuser cette argumentation, hein, mais on voit qu'il y a quand même, il me semble, dans le choix du chat, une volonté de resémantisation dans une perspective améliorative. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à Valérie, et après je reviendrai peut-être, j'avais des questions sur les retweets, les commentaires. Voilà. Mais tout de suite, Valérie. Gentil. Bon, bah, moi, je dis d'abord que Watson, il est très vexé. Il est là, il vous écoute et il ne le vit pas bien. Bonjour, Watson. Watson sur cette discussion. Donc, Justine, merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Je suis très, très heureuse d'avoir suivi ta présentation. J'ai 2 petites questions. La première, enfin, j'en ai même 3. La première, est-ce que sur Know Your Meme, il y a une entrée sur ces chats-là, puisqu'on sait qu'ils documentent beaucoup des tas de types de chats? Est-ce que le phénomène est suffisamment important à leurs yeux pour qu'il les documenté? Je ne sais pas. Deuxième question. Oui, alors je pourrais vérifier, hein. Je me suis dit que peut-être il y avait… Une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des suppressions de tweets? Est-ce que vous les avez trouvées? Parce que justement, on a posté, puis on se rend compte que peut-être c'était déplacé, on a écrit une énorme bourde, ou au contraire que quelqu'un s'empare du chat et dit « Ah bah tiens, un qui clair ». Donc voilà, un peu les phénomènes aussi de curation dans ce cas. Est-ce qu'il y a, on sent une modération des plateformes ou autres, ou est-ce que ce genre de contenu, ça passe, il n'y a aucun problème et c'est décomplexé parce que c'est ambigu? Et enfin, est-ce que tu as une vision un peu… déjà, c'est extraordinaire, le corpus, donc c'est vraiment… Mais au niveau international, est-ce qu'il y a, par exemple… le phénomène serait plus massif chez des utilisateurs, que ce soit, alors j'en sais rien du tout, hein, français ou américain, que dans d'autres pays, ou voilà. J'imagine que c'est très très dur et que c'est peut-être difficile, mais si tu as une idée, en tout cas, ça m'intéresse. Ouais. Ça, c'est des questions que je me pose, mais malheureusement, ma méthode fait qu'il y a beaucoup de freins. Si je réponds à ta troisième question, en fait… dans la constitution du corpus, j'ai récupéré les publications sans filtre, quelle que soit la langue en fait utilisée. Et donc, quand j'arrivais pas à comprendre le sens, je tapais le texte et puis heureusement qu'il y a les traducteurs automatiques qui nous aident pour comprendre le texte écrit. Mais c'est vrai que j'ai la difficulté sur l'oral, hein. Donc, je me suis pas, j'ai volontairement pris en considération toutes les publications. Et l'origine de ces publications, elle est, je pourrais pas donner plus d'indications sur géographiquement et avec des pourcentages, c'est impossible. J'ai pas assez de métadonnées, j'ai pas assez, voilà, l'approche méthodo fait que là je peux pas répondre à cette question. Et je comprends d'autant plus que la langue suffirait pas. Mais pardon. Oui, en plus, je comprends d'autant plus, oui, la langue n'est pas le seul indicateur. Et puis, donc voilà, c'était au cas où, mais j'entends bien la difficulté, hein, c'est sûr. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment le problème de cette recherche, puisque c'est une recherche à la main. Et voilà, j'ai pas les possibilités que l'on a quand on travaille dans un projet avec des informaticiens. On peut récupérer toutes les métadonnées sur le lieu, sur la présentation du compte, etc. C'est vrai que là, je ne peux pas répondre. Je suis désolée. Je peux me permettre, sur Twitter, beaucoup la cachent parce que l'INA, par exemple, donne des localisations. On voit que seulement 1% de leurs tweets archivés ou 2%, par exemple, sont localisés et que beaucoup d'utilisateurs ne donnent pas d'indication non plus géographique, même avec des informaticiens et puis d'autres méthodes. Donc, ce n'est pas qu'une question de méthodologie de ta part du tout. C'est aussi oui, c'est par rapport aux contraintes des plateformes, ok. Alors, sur la suppression de tweets, oui, ça j'en ai observé, mais je ne peux pas savoir l'intentionnalité de la suppression du tweet. Donc, c'est aussi difficile de le dire du point de vue de l'intentionnalité du tweeto. Par contre, ce qu'on a énormément, c'est de la modération de la plateforme TikTok qui supprime
donc de la censure. Et c'est, enfin, quand j'ai commencé à travailler sur ce corpus au moment du corpus des châteaux mignons. Après, je me suis vraiment intéressée au phénomène des Shadow Hitler fin mars, où là, j'ai récupéré, donc à chaque fois, je fais des captures d'écran et je mets les liens. Et j'ai pas tout de suite enregistré les vidéos et de TikTok. Et je me suis rendu compte que là, c'était embêtant parce qu'il y en a certaines déjà, quand j'ai retravaillé le sujet fin juin, il y en a plein qui étaient déjà supprimés. Donc, j'ai récupéré, là, pour le coup, l'ensemble de ce que je pouvais récupérer pour avoir une trace des vidéos qui étaient faites sur TikTok. C'est marrant aussi parce que des fois, dans le discours d'escorte, il y a des personnes qui publient oui, je replie parce que j'ai été censurée. En gros, je ne suis pas content, donc je replie l'information. Donc, en tout cas, sur la question de la censure, ça, c'est clair que TikTok opère. Alors, je ne sais pas comment ils opèrent. Justement, ça, ce serait vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Est-ce que c'est automatisé ou est-ce qu'ils repèrent des musiques? Parce qu'on peut imaginer le repérage de texte, le repérage d'images, le repérage de musique qui vont permettre de dire tiens, ça c'est un indice comme quoi le contenu de la publication serait orienté, serait haineuse. Et puis sur No même, alors je ne crois pas que je n'ai pas fait le travail de recherche, mais je pense que ça m'étonnerait que ce ne soit pas documenté, parce qu'en fait, là, la capture d'écran que j'ai faite c'est même Generator, c'est très facile de retrouver ces images. Elles sont, à mon avis, elles font partie de l'ensemble des images qui sont… Tu as raison. C'est parce que quand j'ai cherché, moi j'avais commencé à chercher, mais je n'ai pas cherché par exemple avec l'entrée Kitzler. Donc j'ai cherché avec chat plus nazi, je n'avais pas les mots-clés que j'ai appris pendant ta présentation. Mais Kitzler, il y a une entrée. Je viens juste de regarder du coup. Et oui, c'est bien documenté. Donc ça prouve que c'est quand même assez effectivement massif pour rentrer dans les 4 celebrities, entre guillemets, même si c'est pas… Oui, absolument. Donc voilà, j'ai trouvé la réponse en même temps que ma réponse était bonne. Je vais voir, merci. C'est sûr que je vais aller voir aussi. C'est vrai que le hashtag Hitler est beaucoup plus utilisé que Shadolf ou d'autres. Merci Valérie. Alors, je ne sais pas si dans l'assistance, il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, poser une question ou faire une remarque. Et sinon, j'allais poser une question. Donc, je ne sais pas, n'hésitez pas à lever la main. En attendant éventuellement que des personnes se manifestent. Donc, merci beaucoup, Justine, pour ta présentation que je vais vraiment trouver passionnante. Et tu as évoqué à un moment donné… Alors, il y a Marc, ok, je te redonne la parole. Donc, tu as évoqué tout à l'heure, et on vient d'en reparler, le rôle des hashtags et du discours d'escorte, mais aussi on va dire des termes qui sont présents sur ces 3 dispositifs. Et donc, je me demandais si tu avais… tu as montré aussi à quel point il y avait aussi du crypto-langage, ce qui, à mon avis, rend difficile je pense que on l'a vu, c'est pour anticiper des pratiques de modération et donc de suppression. Et donc, si tu avais fait un relevé systématique de ces termes pour essayer de voir dans quelle mesure il y a aussi un travail de resémantisation que tu peux observer, parce que c'est vrai que la question de l'intentionnalité me paraît difficile. On est sur des dispositifs où peut-être moins pour Twitter, qui se veut plus informationnel, mais pour TikTok, la dimension ludique, divertissement est très présente. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, et Romain Badoir le dit, qu'il y a parfois des informations qui ont été partagées, diffusées uniquement pour faire le buzz et sans qu'il y ait vraiment une prise de conscience des enjeux informationnels de ces informations partagées. Donc, ma question, c'était, est-ce que tu as observé finalement un travail de resémantisation possible de l'histoire nazie à travers des termes comme Hitler, qui rend plutôt sympathique a priori le nom.
Et si si tu avais observé des phénomènes de retweet, de circulation, est-ce que tu as observé des commentaires aussi? Est-ce que tu prends en compte ce matériel-là dans ton analyse? Et puis comment? Ok. Alors, sur l'approche des commentaires, non. Okay. Ni sur Instagram, ni sur TikTok. Par contre, sur Twitter, et ça, c'est parce que j'ai l'habitude peut-être plus de travailler sur Twitter, quand je vois une publication, je regarde systématiquement le fil des réponses. Donc, certaines publications de mon corpus sont parfois des éléments de réponse d'une autre publication. Dans ce cas-là, je les formalise en mettant toujours le tweet initial et le tweet réponse, enfin, qui est dans le fil de discussion. Sur la resémantisation, donc à travers les hashtags, il y en a plusieurs que j'ai mis en exergue ici. Sur TikTok, celui qu'on retrouve souvent, c'est WW2 ou WW3 aussi. Je crois que j'ai vu apparaître ce hashtag au moment de l'invasion de la Russie, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parce que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi toute une idéologie qui est utilisée à travers le Hitler, le Adolf Hitler, pour critiquer les formes de propagande russe qui accusaient les soldats ukrainiens d'être nazis, et donc ils accusaient leurs chats d'être des chats nazis. Donc c'était un peu comme un argument par la preuve de dire que puisqu'ils ont un chat nazi, vous voyez bien, les Ukrainiens sont nazis. Donc il y avait de la Fox. Mais j'ai pas fait de nuages de mots-clés ou qui répertorie tout. Sur les cryptolangages, mais ça, il faudrait que je le fasse. Ce serait intéressant de voir justement les récurrences. Je comptais le faire, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps. Je voulais les compter aussi pour voir surtout pour les hashtags, quels étaient les hashtags les plus fréquents au niveau du discours d'escorte dans mon corpus. Et puis sur les cryptolangages, je crois que j'ai mis les principaux dans le PowerPoint. C'est encore avant. Donc, Nazi, Xtler, Minecraft. Après, je pense que dans les hashtags, je n'ai pas regardé dans les termes, dans les mots du discours hors technodiscours. Mais oui, donc c'est quand même assez... Enfin, c'est pas récurrent, quoi. On n'a pas des cryptolangages qui sont utilisés systématiquement. Ok. Merci beaucoup. Sinon... par rapport à ta question tout à l'heure, peut-être que je me permets quand même de répondre à ce que tu disais sur le capital de sympathie du chat et la question de l'utilisation du chat. En fait, le chat n'a pas toujours une valeur euphorique. Il y a notamment toutes des références qui peuvent être faites. Je parle plus du corpus général. Sur toute la dimension du chat noir qui est un chat de la révolte, qui va permettre de critiquer, d'avoir un point de vue incisif, et c'est très utilisé sur Twitter, notamment pour critiquer l'actualité politique. Après, la question de l'anthropomorphisme en politique, le chat n'est pas anthropomorphisé, oula, je ne suis pas sûre de mon terme, par Marine Le Pen, par exemple. Il figure comme un animal. Mais c'est une représentation qui est très très forte dans le partage d'images qu'elle peut faire ou que ses militants, que son entourage peut faire autour du chat, qui donc
ouvre en fait cette bienveillance vers l'animalité en général, mais il n'est pas question dans la rhétorique de Marine Le Pen et de son entourage, de sa com politique, de faire de l'anthropomorphisme. Alors, parce que j'ai travaillé aussi sur ça dans l'utilisation des chats par Zemmour, alors que les militants pro-Zemmour utilisent la figure du chat, sous forme de mème cette fois, donc utilisent l'anthropomorphisme pour critiquer la posture de Marine Le Pen, pour s'en différencier en fait. Et donc pour marquer le fait que les gentils chats de Marine Le Pen sont trop gentils, quoi. Il faut, pour défendre Zemmour, il faut être plus du côté noir de la force. Et donc, il y a tout un jeu critique au second degré qui s'oppose en fait à la rhétorique de Marine Le Pen par les partisans des Zemmour. Ok. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'ils sont proches dans leur positionnement dans l'échiquier politique et que donc ils ont une concurrence en fait un peu directe entre les deux. Donc c'est intéressant de voir qu'ils jouent justement sur ces éléments sémiotiques. C'est intéressant. Merci beaucoup Justine. Alors il y avait Marc qui avait une question et ensuite Magali Cécile Bertrand. Oui, je me suis un peu trompé avec la main, mais ça fait rien avec la main levée. Je voulais l'éteindre, la baisser au contraire, mais c'est pas grave. Ah, ok, non, mais du coup, non, mais j'ai quand même du coup une petite question à poser. D'abord à faire remarquer, puisqu'on est sur la question du chat. J'ai été frappé, moi, à Avignon, il y a 20 ans, en écoutant le maître, je crois que c'est Maître et Marguerite de Bulgakov. J'ai été frappé par l'image du chat qui s'appelait Volande et qui était un démon, etc. Donc, il y a dans l'imaginaire du chat, effectivement, des images très négatives aussi. C'est dans cette pièce de théâtre, c'est tiré d'un roman, c'est vraiment un personnage maléfique, etc. J'avais une question plus méthodologique. Je n'ai pas bien compris à un moment le tableau que vous avez présenté, où d'un côté, vous êtes sur un corpus des chatons mignons et de l'autre côté, le microcorpus Chadolf Kittler. Alors, l'un, vous le prenez, les chatons mignons, vous le prenez entre 2020 et 2022. Et l'autre, il apparaît Adolf Kittler, Chadolf Kittler, il apparaît beaucoup plus ancien. Alors ça, c'est une première question. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette temporalité de l'émergence de votre microcorpus, là, Chadolf Kittler, par rapport à un macrocorpus qui serait Chaton Mignon? Et deuxièmement, je n'ai pas bien compris ce qu'on trouve dans ce macrocorpus Chaton Mignon. Chaton mignon. Est-ce qu'on trouve la même idéologie? Est-ce qu'on trouve les mêmes enjeux ou ça n'est qu'une partie disons, de réseaux sociaux qui communiquent sur bien d'autres dimensions des chats et des chatons? Ça, je n'ai pas bien compris dans votre exposé, mais c'est une question de compréhension simplement. En fait, le travail au départ avec ma collègue Magali Biget avait pour but, a toujours pour but, parce qu'on est toujours là-dessus, d'essayer de comprendre the question de la viralité du chat sur les réseaux. Parce que le chat, il envahit les réseaux sous plein de formes différentes, avec plein d'enjeux différents. Et en fait, le but est d'essayer de comprendre cette viralité. Donc, on a fait un corpus qui mêle donc veille quotidienne et puis recherche par mots-clés, et qui vise en fait une vue sur l'objet en général, sous toutes ses facettes. Et le but étant aussi, d'un point de vue pédagogique, de vulgariser un certain nombre de notions qui sont propres à la culture numérique, dans la question de l'extimité, la question du web affectif. Donc en fait, le chat nous sert un petit peu d'excuse pour expliquer des pratiques, des usages qui se font sur les réseaux du point de vue de la culture participative, mais aussi du point de vue sémio-discursif. En
fait. Donc ça, c'est un projet plus général, vraiment sur l'idée du chat en général. C'est pour ça que du coup, je travaille un peu sur les chats noirs, sur les chats politiques, et un peu de tout, quoi. C'est ce que j'ai présenté tout au début à travers les 4 dimensions, le chat, un animal politique, les mèmes à partir de chats, la présentation de soi avec les chats, et puis la 4e dimension qui correspond à toute la dimension affective en fait liée au chat. Et en fait, c'est en faisant ce corpus, en faisant ce travail-là, que j'ai découvert ces chats nazis. Donc, D'accord. c'est un travail que moi j'ai mené parallèlement. Donc seule du coup, et puis j'ai essayé de voir à partir de quand on voit cette imagerie. Donc forcément j'ai été contrainte avec les algorithmes des plateformes qui donnent des résultats qui sont que parsemés par rapport à tout ce qui existe sur les plateformes, mais je suis remontée à 2012 pour Twitter et puis Instagram. Et je ne sais pas si j'arriverai à interpréter comme vous le dites, cette temporalité de l'émergence, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. En tout cas, dans les discours explicitement, il n'y a pas vraiment d'éléments qui me permettent de comprendre pourquoi apparaît à un moment donné cette image-là et puis qu'elle circule énormément, quoi. Très bien, merci. De rien. Merci beaucoup Justine. Je pense que ce sera intéressant d'historiciser cette émergence, c'est-à-dire de voir un peu parce que en tout cas sur Twitter et Instagram, quand tu l'as présenté, de mémoire, c'était le même mois, janvier. Pour TikTok, tu l'as dit, et le réseau est arrivé après, donc bon, c'est plus difficile de faire cette généalogie. Mais je trouve que ça sera intéressant, y compris de voir s'il n'y a pas un même réseau d'acteurs, enfin, tu vois, en tout cas par rapport à l'émergence. Tout à fait. Alors, il y avait Magali, Cécile, Bertrand qui voulaient intervenir. Oui, merci. Et pour une raison que je ne m'explique pas, je ne peux pas remettre ma caméra. Donc voilà, je vous parle depuis le noir. Merci beaucoup. Je me suis beaucoup instruite. J'avais juste une petite remarque sur quand même la valeur humoristique. Alors bon, moi je viens pas d'analyse du discours, hein. J'ai fait un master de sociolinguistique et je fais une thèse en didactique des langues. Donc voilà, voilà d'où je parle. Oui, c'est aussi un petit peu humoristique, le Mein Kampf dans les différents hashtags que vous avez cités. Et puis Nati avec le T, bon évidemment, je pense qu'il y a aussi l'objectif d'éviter la censure par la détection automatique de certains mots, mais c'est bon. Moi, je vois aussi une écriture qui est plus proche de la prononciation, en fait. Mais en tout cas, pour Mein Kampf, j'ai un petit peu regardé. En fait, je ne connaissais pas. C'est un livre aussi, dont l'auteur est Storch Reiner, qui est déjà une parodie, en fait, de Thor Steiner, qui s'appelle, je crois. Et je me suis demandé, voilà, si c'était pas aussi un effet humoristique. Après, en fonction des posts que ce hashtag, des publications que ce hashtag accompagne, bon, peut-être que là, il y a une autre prise de distance qui se voit un peu moins, mais voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas occulter non plus le fait que rajouter une lettre, ça permet aussi clairement de contourner la censure. Mais bon, voilà, aussi utiliser une référence, quoi, voilà, aussi un clin d'œil. Ouais, ça c'est vrai que j'ai pas du tout creusé. Ça me disait, je pensais vraiment que c'était pour moi un détournement. C'est très très probable. Après, Nazi, c'est pas un vrai mot en allemand en tout cas, en anglais à ma connaissance non plus. Par contre, Krampf, c'est quand le muscle, comment ça s'appelle? C'est comment on dit? C'est pas des. Alors on peut dire aussi ça pour des convulsions, mais quand on a une crampe, voilà, c'est la crampe. Ah ok. Ah oui, donc, ok. C'est un peu drôle. Ah oui, d'accord. Et si en plus ça fait référence à l'ouvrage, ça peut être un peu drôle aussi. Mais je pense que, à mon avis, il ne faut pas du tout écarter la principale raison qui est de contourner la censure, quoi. Ouais, mais oui, c'est vrai qu'en tout cas, oui, c'est vrai que pour moi, ça ne me disait rien du tout. Donc, mais quelqu'un qui est multilingue repérera ce jeu au niveau des sens, des différents sens dans les différentes langues. Et puis juste une petite remarque aussi sur la question de l'extrême droite française. Donc il y a aussi le fait que Marine Le Pen, elle a quand même passé une qualification, je crois, pour élever des chats. Oui. Et c'est aussi un sujet de moquerie en fait
Et je peux imaginer qu'il y a ça aussi qui se joue dans la concurrence avec les partisans de Éric Zemmour, que voilà, bon, les chats, voilà, Marine, elle élève des chats. Enfin bon, voilà. Je Oui, voulais juste rappeler ça. Oui, tout à fait. Éleveuse de chats, bah, d'ailleurs, ça fait partie du corpus en général, là où il y a donc toute une actualité sur ça, et puis aussi sur sa manière de communiquer. Parce que c'est vrai que c'est moqué, quoi. C'est très gentillet, quoi. La publication là, que j'ai de TikTok de Marine Le Pen qui date de décembre 2021, c'est Maria Carré en fond. Enfin, c'est très. Oui, voilà, c'est une manière de communiquer qui peut être risible et qui peut créer justement de la matière pour être critiquée. Et puis, j'ai envie de dire aussi, ça peut être aussi une stratégie politique de se dire que même si je communique d'un point de vue qui peut être risible, critiqué, ça fait que l'on parle de moi. Et en comme politique, même si on parle de moi de manière négative, l'important c'est que l'on parle de moi. Oui, tout à fait. Je pense que ça aussi, c'est pas non plus oublié de la part des communicants politiques qui entourent Marine Le Pen. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je trouve que c'est vraiment une recherche passionnante, hein, Justine, et très intéressante parce que on voit bien là dans tout ce qui a été indiqué dans les remarques qui ont été faites, hein, c'est la difficulté, il y a cette nécessité hein, d'être sur le web à tout prix et de communiquer. Et en même temps, on voit bien cette difficulté d'interpréter dans quelle mesure ces énoncés sont des soutiens ou pas, même si je suis d'accord avec Marc, hein, le fait de s'intéresser à ça et bon, il y a quand même a priori une volonté quand même, ou non, mais en tout cas, c'est un choix qui est très ambivalent et qui est quand même pas neutre et qui est axiologiquement porteur de sens. Voilà, donc je pense que c'est des éléments intéressants. Alors, je ne sais pas, tu voulais partager, Justine, ta biographie, pardon, pas ta bibliographie. Alors, comment je fais avant que l'on se quitte? Je peux glisser directement le document. Je crois que ça marche comme ça. Normalement, dans discussion, alors est-ce que tu peux pas... Ah non, j'ai l'impression que tu peux pas joindre de pièces. Ça marche pas. Alors, j'ai l'impression que je l'avais déjà fait, ça. Oui, moi aussi, je suis très surprise que ça marche pas. Justine, il faut que tu mettes la pièce jointe dans le chat, en fait. Eh ben, j'ai essayé de la glisser, déposer, ça marche pardon, pas. c'est ça que tu essaies de faire. Et j'essaie de voir, enfin, il me semblait qu'il y avait une possibilité de mettre une pièce jointe sur un mail et je la vois pas. Oui, moi aussi, je suis surprise dans cette version de Zoom parce que normalement, moi aussi, j'ai déjà ajouté des documents. Mais là, effectivement... Ben, je pourrais vous l'envoyer peut-être... Si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer par mail ou... Oui, à la limite... ouais, parce que là, j'ai pas le temps de faire un lien de partage. C'est dommage. Oui. Mais si tu veux, tu me l'envoies et puis les personnes qui le souhaitent, vous m'écrivez, puis je vous l'enverrai, je vous transférerai. Ça sera peut-être plus simple. Super. Bah, écoute, je vais faire ça. En tout cas, merci beaucoup, Justine. Merci un grand merci. Et puis, merci pour tous ces échanges et merci pour votre écoute. Et ben, à très bientôt. Et puis, rendez-vous le 10 février 2023, donc très bientôt, pour écouter cette fois Marie Végnard qui interviendra autour des discours sur dans le cas des militants politiques pour le droit des étrangers, une étude discursive d'une pratique politique du langage chez ces militants. Voilà.
Au plaisir de vous retrouver et très bonne fin de journée à toutes et tous et à bientôt et encore merci Justine. Au revoir. Au revoir, merci Justine. Au revoir.